Bonjour tout le monde. Comme vous savez, suite à l'escalade diplomatique et cette confrontation politique entre l'Algérie et la République française, la France vient de décider d'imposer un paquet de sanctions diplomatiques qui visent des responsables, des hauts fonctionnaires algériens. Pour discuter de cette situation et essayer de décrypter et de comprendre, j'ai l'immense plaisir et le grand honneur de recevoir notre camarade Gamel Abina. Gamel Abina, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, camarade. Merci pour l'invitation, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Gamel, la France vient de décider un paquet de sanctions contre des responsables, des hauts responsables algériens, suspension de visa pour ces responsables, pour leurs familles, limitation de séjour, et aussi annulation de privilèges administratifs au niveau de traitement des demandes de visa, et l'Algérie vient de riposter. Quelles sont les circonstances de l'intensification de cette confrontation diplomatique entre les deux pays? Bon, c'est pas très compliqué. On est parti sur un bras de fer qui a été initié au départ par un Retailleau à l'extrême droite et la droite dure. Donc, tout un courant comme ça de radicaux français qui ont du mal à accepter l'idée que l'Algérie puisse devenir totalement économiquement indépendante et qu'il y a depuis 2019 une volonté de l'État algérien de vouloir diversifier l'économie. Donc, tout ça a fait qu'il y a une négociation qui a été faite avec la France sur la question de la mémoire, ça va de soi, les massacres et les crimes qui ont été perpétrés par l'État colonial français, sur la question de l'investissement, un investissement productif, un peu plus égalitaire, un peu plus gagnant-gagnant, sur la question effectivement des privilèges qui étaient accordés aux Français, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de cela, et sur la question évidemment du partenariat stratégique renouvelé dans le cadre d'un redéploiement effectivement en Afrique des forces françaises, puisqu'ils ont été écartés du Mali, ils ont été écartés de l'AES, et les Algériens étaient une sorte de garant un petit peu de sécurité. Donc tout ça a fait que ça a été renégocié, mais ce qui bloque le plus au départ, c'est pas tellement ces questions-là, c'est d'abord la question des crimes coloniaux et du fait que la France ne reconnaisse pas, on est au stade de la reconnaissance, ne reconnaisse pas les crimes qui ont été perpétrés, ou très peu, il parle de gens qui ont été tués, Maurice Audin, Ali Boumedjel, mais c'est des petits pas un petit peu marginaux, ils ne vont pas sur le fond de la question, à savoir l'État français a commis en Algérie des crimes coloniaux considérables, éradiqué des populations entières, détruit le territoire et le pays, détruit la culture, enfin du moins tenté de détruire la culture, et ont tout fait pour faire en sorte que l'Algérie n'existe plus. Et donc tout ça, c'est les questions qui comptent, et c'est normal, et qui peut prétendre laisser un crime sans en parler. Et du côté français, il y avait des tentatives assez maigrelettes qui ont été avortées très rapidement parce que M. Macron, qui au départ avait sans doute de la bonne volonté, a pris des pressions considérables de la part de groupes radicaux français. Je parle vraiment de la droite dure et de l'extrême droite, et puis d'une certaine gauche aussi, il ne faut pas l'oublier, pour ne pas reconnaître ces crimes, pour ne pas faire ces pas nécessaires pour réparer le passé. La réparation commence par la reconnaissance. Et donc ça n'est pas fait, et ce qui fait que ça a eu, depuis des années, il y a une négociation, une discussion, des commissions mixtes historiennes, mais en vérité, tout ça ne sert à rien, puisqu'in fine, la France refuse de reconnaître ce qu'elle a fait d'ailleurs avec le Veldiv, ce qu'elle a fait avec les Européens et les Juifs en Europe. Elle refuse de reconnaître ces crimes parce que, dans une arrogance très française, finalement, ils ont toujours tout bien fait et il n'y a rien à leur reprocher. Est-ce que aussi on accuse l'Algérie de l'incapacité diplomatique, incapacité de mener un dialogue productif avec des partenaires comme la France et incapacité de gestion aussi de ce fléau de l'immigration illégale. Aujourd'hui, l'Algérie est tenue comme responsable juridique, responsable sécuritaire de la situation, de l'augmentation de criminalité, des agressions contre, soi-disant, ceux que l'extrême droite les appelle les racailles. Les racailles, vous avez vu ces messages, ces qualifications passent dans des studios, dans des plateaux, etc. Alors, comment vous répondez à ça? Bon, d'abord, on va commencer par les termes utilisés. La racaille est un terme très ancien français qui désigne des Français faibles économiquement qui commettaient des actes de criminalité ou de délinquance. Deux choses différentes. La criminalité étant, ça aboutit à des crimes ou des meurtres ou des viols, et la délinquance, simplement, c'est la petite délinquance avec peut-être des sacs à main volés ou quelques agressions marginales. Donc, c'est pas les mêmes tribunaux qui les jugent, évidemment, parce que c'est pas les mêmes faits et la même gravité.
Alors, ils parlent de racaille parce qu'effectivement, ils veulent désigner cette fois-ci une communauté africaine ou algérienne qui est visible. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître physiquement parce qu'on voit qu'il y a une origine, on peut la reconnaître dans sa pratique religieuse et on peut la reconnaître dans sa géographie. Donc ça, c'est une façon d'essentialiser, de dire, voilà, ces gens-là sont des racailles parce que éduqués comme des racailles, parce que les parents les abandonnent, enfin, toutes ces imbécilités qui font l'économie de la réalité en réalité. Lorsqu'il y a de la paupérisation, il y a effectivement des faits de délinquance qui peuvent se développer, consécutifs au fait qu'il y ait de l'oisiveté, de l'incapacité à trouver du travail, de l'incapacité à faire de bonnes études. Tout ça, c'est un système qui est organisé, planifié, dans un pays qui est en crise. Donc la conséquence d'une crise économique, c'est l'augmentation de la délinquance, c'est l'augmentation de la criminalité. Et il se trouve, c'est là où effectivement la racaille d'extrême droite. D'accord avec moi, par exemple, je vois Oussama Massiha, qui est devenu Massiha, il est issu de l'immigration égyptienne. Oui, Massiha, oui. Ces gens de racaille, tout le temps, ils évoquent ça, etc. C'est un problème sécuritaire. J'allais venir. Lui, c'est une racaille économique et politique, et d'abord parce c'est un parvenu, hein, c'est comment il est arrivé en France, hein, avec le soutien à l'époque de l'ancienne dictature égyptienne. Surtout, c'est une racaille parce qu'il se prend pour un être supérieur alors que c'est un pauvre type qui est mal dans sa peau et qui fait tout pour se faire intégrer de façon assez ridicule. Mais au-delà de Massiha, il y a des réalités. Ce monsieur ne représente rien, c'est un peu l'idiot utile qui valide les thèses de l'extrême droite. L'extrême droite est un mouvement politique de racaille. Pourquoi? Parce que il vient d'être condamné pour 4,5 millions d'euros de détournés, de vol. Donc là, les proportions sont monumentales. Hein. On a des kilomètres de ce qui se passe en banlieue. Puis surtout, c'est des racailles parce qu'effectivement, ils mentent à leur population. Ils sont incapables d'améliorer les conditions de vie, incapables de trouver une solution économique viable. Donc, ils montrent du doigt une minorité pauvre, pas soutenue, qui n'a pas de lobby pour la défendre et qui est effectivement déjà très appauvrie, très à la marge, très fragile. C'est facile de montrer du doigt des pauvres qui ne peuvent pas se défendre. La racaille politique le fait parce qu'elle n'a pas de solution, parce que c'est une façon de montrer le bouc émissaire. Moi, j'ai envie de répondre à des gens, c'est parce que je vois bien dans les commentaires à chaque fois que je prends la parole, que j'entends des imbéciles demeurer. Je traite d'imbéciles et de demeurés parce qu'il faut être demeuré pour ne pas comprendre ce que je dis. Quand je dis la France, je parle de l'institution politique française et uniquement de l'institution politique française. Quand on dit la France, l'État français, c'est les dirigeants français qui ont conduit le pays à la banqueroute. Donc quand je vois des demeurés d'extrême droite, de la racaille d'extrême droite, venir m'attaquer en disant il crache sur la France toute la journée, il attaque la France, il attaque les Français, c'est que ces demeurés n'ont rien compris. Ce sont les idiots utiles qui, effectivement, là encore, seraient les premiers à partir en guerre pour faire plaisir à ceux qui dirigent le pays, qui eux prennent pas de risques, seraient les premiers à aller sur un champ de mine pour exploser comme en 14, sans réfléchir au fait que les types qui les envoient là-dessus ne prennent pas de risques. C'est l'instrumentalisation d'une population. Donc le pauvre, le petit, celui qui n'a pas la possibilité de se défendre et qui est français en l'occurrence, qui n'a pas voix à la parole, qui ne peut pas s'exprimer avec les gilets jaunes, eh bien c'est lui qu'on sacrifie. Donc quand on confond l'État français, l'institution politique française dirigée par les grands bourgeois qui ont toujours gardé le pouvoir avec la population, on est à demeurer. Voilà, donc quand je critique l'État français, je ne critique évidemment pas le peuple de France qui, comme tous les peuples du monde, subit les dirigeants. Je ne le critique pas parce qu'on ne critique pas les peuples, c'est stupide. Donc voilà, il faut être très clair, je critique la politique française d'un État français dirigé par des bourgeois. Voilà, et eux ne sont pas des bourgeois. Donc ça, pour en finir avec cette idée, quand on montre du doigt des gens fragiles économiquement, qu'on a exclus pour des raisons racistes très souvent, qu'on a concentrés dans les quartiers défavorisés, dans lesquels personne ne veut vivre, et à qui on interdit même le travail, donc pouvoir sortir de ces quartiers pour qu'ils finissent finalement tous par créer leur propre société vu qu'ils n'ont pas la possibilité de travailler, et qu'après on dit mais comment se fait-il que ces gens se révoltent? Mais évidemment qu'ils se révoltent. Comment on peut accepter d'être toujours relégué au second plan, toujours racisé, c'est le terme exact, toujours exclu parce qu'on a une origine supposée ou réelle, et comment on peut accepter cela? Eh bien quand des gens prennent des coups tous les jours dans la figure, quand des gens reçoivent toujours des fins de non-recevoir, quand on envoie un CV dont on est certain qu'on ne sera pas reçu, mais par contre on est reçu par la police, qu'on est toujours contrôlé par la police, évidemment qu'il y a des problèmes. Par contre, il ne faut pas confondre ces gens-là qui sont nés français avec de droits français. Ce sont des citoyens. Et la citoyenneté ne se négocie pas. C'est la conséquence de la révolution qui était saine. Avec ce qu'on appelle les illégaux, les clandestins, qui arrivent en France et qui satisfont largement, d'ailleurs, dans le monde du travail, dans le bâtiment, dans le métier de la restauration, les exploiteurs qui les payent en dessous des prix normaux et surtout qui savent qu'ils peuvent leur faire du chantage parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de papier. Eh bien, il y a un système mis en place qui est un appel d'air de la part de certains patrons félons qui vont exploiter ces malheureux parce qu'ils ne trouvent pas d'Européens ou de Français nés en France qui veulent travailler dans le bâtiment, par exemple, donc ils veulent utiliser ces gens-là. Mais il faut voir la problématique. Ce n'est pas une question d'immigration incontrôlée, c'est ridicule. L'immigration c'est quasiment le même taux depuis 40 ans, ça ne bouge pas. La problématique est économique. Comment faire en sorte qu'un pays qui est à la dérive économique, géré par des incapables, puisse créer de l'emploi pour tous et faire en sorte que les tensions baissent?
C'est ça la problématique. Après, on va faire croire qu'il y a des questions, soi-disant, de délinquance, d'augmentation de délinquance. Je vais annoncer comme une réalité. Moi, dans mon entreprise, je reçois beaucoup de jeunes qui ne sont pas reçus par les autres entreprises pour des questions racistes, pour être très clair. Ils sont d'origine maghrébine, africaine, on ne veut pas d'eux. Et bien, quand je les reçois, il y a 20 ans, quand je les recevais, j'avais beaucoup de jeunes qui étaient très mal éduqués, qui étaient très arrogants, qui jouaient un peu la carte de la tension ou de la volonté de montrer qu'ils avaient une autorité sur l'autorité. Et il fallait être dur avec eux. Tous les jeunes que j'ai reçus en stage depuis une dizaine d'années sont très bien éduqués. La violence qu'on prétend être généralisée a disparu. La délinquance a chuté. La criminalité est quasiment inexistante. La dernière fois qu'on a entendu parler de braquage de banque, ça remonte à 30 ans. C'est-à-dire que la vraie criminalité, la grande criminalité a quasiment totalement disparu. Et la délinquance qu'on prétend augmenter ne fait que reculer. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont accès quand même à l'école, parce qu'on a fait en sorte que les quartiers soient éclatés, qu'on n'ait plus ces grandes cités HLM qui étaient vraiment des fabriques de délinquants. Et on a aujourd'hui des cités un peu plus calmées, plus apaisées, avec des jeunes qui n'ont pas de revendications particulières, si ce n'est de travailler et de réussir. Eh bien, ces jeunes-là, maintenant, qui travaillent un peu plus qu'avant, avec les aides de l'État qui ont permis d'avoir beaucoup d'emplois alternés, ces jeunes-là ont intégré le système économique et sont devenus de moins en moins problématiques. La problématique, en vérité, c'est pas une question d'origine, c'est pas une question d'éducation des parents. Tout ça, c'est la propagande crasseuse d'extrême droite qui veut essentialiser pour dire ces gens sont mauvais parce que les parents sont mauvais, ce qui est un mensonge. La problématique, elle était essentiellement économique et plus l'économie va bien, moins il y a de problèmes, plus l'économie se dégrade, plus il y a de problèmes. C'est mécanique. Mais il se trouve qu'effectivement, depuis 20 ans, il suffit de regarder les chiffres de la police, les faits de délinquance et de criminalité ont été divisés par 2. Et l'essentiel des crimes qui sont faits sont souvent des crimes liés à des questions de ménage, de couple, tout ce qui est le crime malheureusement assez sordide d'hommes qui tuent leurs femmes, par exemple, et ça c'est général partout sur le territoire. Mais la criminalité au sens criminalité de grande criminalité, je veux dire, tout ce qui concerne les braquages de banque, les braquages de bijouterie, tout ça, a quasiment totalement disparu. Aujourd'hui, on a de la petite délinquance parfaitement maîtrisée et de plus en plus marginale. Gamal Abina, beaucoup des observateurs pensent que l'Algérie est en train de payer la facture d'une instrumentalisation menée par un lobby sioniste et qui dirige les ficelles du pouvoir de l'autorité en France aujourd'hui. Ce lobby, il est puissant et il a mis l'Algérie dans sa viseur. La volonté de déstabiliser l'Algérie, la volonté de viser, isoler l'Algérie au niveau international et donner un peu de faveur au Maroc. Le Maroc, l'allié qui est devenu l'allié préféré de la France aujourd'hui, et qui est l'allié aussi, l'allié d'Israël. Le lobby sioniste il est bien présent au Maroc malgré la mobilisation respectueuse de la population marocaine pour la cause palestinienne. Je m'incline personnellement devant cette mobilisation de nos frères et sœurs marocaines et marocains. Est-ce que ça, d'après vous, c'est crédible ou non? Alors, il y a un lobby évidemment sioniste en France, comme il y en a aux États-Unis avec l'AIPAC et d'autres lobbies qui existent un peu partout. Le principe du lobby, c'est pas d'avoir le pouvoir, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, c'est d'influencer le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, effectivement, fait ce qu'il veut. Or, on a l'impression, et beaucoup de gens se trompent, que le lobby sioniste influence la politique française qui va soutenir Israël. C'est pas du tout ce qui se passe. La politique française qui a créé Israël, l'État français et l'État anglais, donc Sykes Picot, ont créé Israël, c'est leur bébé, et ils soutiennent Israël même sans le lobby. Pourquoi ? Parce que c'est leur base avancée au Moyen-Orient, parce qu'ils ont besoin de cet État, parce qu'ils ont besoin de créer un État dans la région pour contrôler le passage de différentes routes, soie, pétrole, gaz, j'en passe, des 3 continents qui sont reliés dans la région et des 3 religions monothéistes qui sont nées dans la région. N'oublions jamais que les chrétiens sont orientaux d'abord et avant tout. Les chrétiens européens arrivent très tard. Et donc, ce lobby, effectivement, souffle à l'oreille des dirigeants, mais ils n'ont pas trop à batailler pour les convaincre, parce qu'ils sont déjà convaincus, ces dirigeants, qui sont souvent européens, évidemment, chrétiens de culture évidemment, et sionistes parce qu'ils ont créé le sionisme. Il faut se retirer de l'idée que le sionisme est une création juive, c'est faux. Pas parce qu'on a mis en avant un guignol comme Theodor Herzl, qui est un journaliste hongrois. Depuis quand un journaliste fait la loi? C'est pas vrai, il ne fait pas la loi. Il a juste été l'idiot utile, un peu comme BHL aujourd'hui, qui fait croire que c'est lui qui a fait la guerre en Libye, pour garantir qu'il y ait une guerre qui soit faite contre les Libyens. Je rappelle que c'était fait par Cameron, Obama et Sarkozy, qui, à part Sarkozy qui est demi-juif, sinon ils ne sont pas juifs. Et donc ils ont fait cette guerre parce qu'il fallait en finir avec la Libye. Ces gens-là influencent, c'est vrai, mais n'ont pas le pouvoir. On l'a vu plusieurs fois dans l'histoire.
où ils ont tenté d'influencer les Américains, surtout pour attaquer l'Iran, ça n'a pas du tout abouti. L'Amérique sait son intérêt. Attaquer une puissance industrielle comme l'Iran avec des alliés aussi puissants que la Chine et la Russie, ça n'est pas possible. Donc, le lobby sioniste met le paquet pour qu'on attaque l'Iran, mais ça n'aboutit pas. C'est-à-dire que l'intérêt de l'occidental, c'est pas de soutenir cette population juive envoyée en Palestine, où on fait croire qu'ils les soutiennent parce qu'ils les aiment. Ils les aiment pas, ils méprisent les juifs depuis toujours, hein, ces catholiques et ces protestants, mais ils ont besoin de ces juifs, ces populations juives européennes particulièrement, pour garantir une présence et pour légitimer une présence dans le territoire avec une fable de raconter toute pièce d'un retour sur une terre qui n'est pas la leur. Je rappelle que les Ashkénazes n'ont jamais été orientaux. Mais on a créé ça toute pièce pour légitimer quelque chose d'illégitime. Il y a eu 8 croisades avant qui n'ont pas abouti parce qu'on voyait bien que c'est les Européens qui allaient sur une terre arabe. Donc là, la 9e croisade qu'on a créée, qui s'appelle Israël, est encore une fois un produit occidental chrétien. Il faut vraiment se mettre dans la tête qu'on n'a pas besoin de beaucoup influencer les Anglais, les Français ou les Américains pour qu'ils aillent soutenir l'entité sioniste. Mais il y a bien ce lobby qui met le paquet pour avoir plus encore. Alors un lobby, comme je le dis, c'est un groupe qui influence, en aucun cas qui a la décision. On prend l'exemple très simple, je dis comme depuis 35 ans, Israël a tenté l'attaque contre l'Iran, elle a fini par attaquer elle-même l'Iran, elle s'est pris une raclée comme rarement on en a pris, l'humiliation totale, parce que l'Iran, qui a été très stratège, a laissé la première vague d'attaque, a envoyé toutes les poubelles de missiles qui étaient fatiguées au démarrage de l'attaque, et ensuite, une fois qu'ils ont saturé le système de défense israélien qui était déjà très faible, on finit par frapper avec des missiles de haute technologie que les sionistes n'ont pas, que les Américains n'ont pas. Les missiles hypersoniques qui vont à Mach 3, 4 jusqu'à Mach 15. Donc des missiles impossibles à intercepter. Ils ont démontré qu'Israël était un colosse sur pied d'argile et que le seul moyen pour qu'ils puissent en sortir, c'est d'appeler à la rescousse Mama America, qui a fait le travail en faisant des faux bombardements pour stopper la guerre. Mais tout ça, c'était négocié. L'Iran aurait pu balayer Israël. Ils ont détruit quand même une grande partie des capacités offensives, évidemment. Ils ont détruit tous les systèmes de renseignement. Ils ont détruit les sièges du Mossad en tuant beaucoup des cadres du Mossad. Ils ont détruit une partie de l'aéroport international. Ils ont détruit tous les aéroports de l'aviation militaire. Ils ont détruit surtout les centres de recherche les plus importants et stratégiques. Donc 20 ans de travail qui a été mis à la poubelle. Ils ont détruit évidemment même le siège de la télévision Channel 14 a été détruit pour répondre à l'attaque de la télévision iranienne. Donc, les Iraniens ont frappé de façon précise, puissance et imparable. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été interceptés. 90% des missiles qui ont été lancés, la deuxième vague de missiles, je ne parle pas de la première vague. La première vague, c'était des missiles pour saturer le dôme. La seconde vague, aucun des missiles n'ont été interceptés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a aucune image de ce qui a été fait là-bas. Il y a quelques rares images qui sortent des vidéastes amateurs, entre guillemets, des gens qui ont leur téléphone portable. Mais il y a très peu d'images parce que la leçon, la raclée était tellement puissante que là, bon, Israël qui raconte des histoires, on va y retourner, on va en frapper. Ça, c'est du baratin. Ils peuvent rien faire. Ils n'ont aucun moyen de le faire parce qu'ils sont tombés sur un os. Ils rêvaient de voir une révolution en Iran comme si les Iraniens veulent débarrasser leur pouvoir. Il y a une opposition. Mais en aucun cas, ils accepteraient que les sionistes viennent soi-disant les soutenir. Donc aujourd'hui, les radicaux sionistes se sont pris une raclée. Par contre, l'Amérique, qui pouvait soutenir, qui aurait pu entrer en guerre, ne l'a pas fait. Preuve que le lobby de l'AIPAC ou le lobby du CRIF français n'ont rien apporté. C'est-à-dire que quand l'intérêt occidental est bien compris, eh bien ces lobbies-là ne servent à rien. Encore une fois, celui qui décide, c'est celui qui a le pouvoir. C'est important de le rappeler. Alors pour la question algérienne, parce que je vais quand même répondre à la question, oui, il y a un lobby sioniste qui veut effectivement faire l'histoire avec l'Algérie, mais il a toujours existé. Il faut se rappeler que pendant la Révolution, le Mossad était actif à Constantine. Le Mossad soutenait les criminels comme le faux chanteur, je ne vais même pas donner son nom, tellement il m'écoeure, Enrico Macias. Bon, son vrai nom, je ne vais pas le donner parce que ce n'est pas intéressant. Mais cet homme-là était un agent du Mossad. Il travaillait pour le Mossad, il travaillait pour l'OAS, il travaillait pour les organisations terroristes françaises. Eh bien, ces gens-là ne voulaient pas que l'Algérie soit indépendante parce que d'abord, ça aurait fait un effet. Des chanteurs et des faux artistes. Hein, oui, comme le fameux Farhat Menni. Oui. Bon, encore lui, bon, c'est un loser, je ne compte même pas, mais je parle de vraiment Macias. Macias, c'est un agent israélien, il le dit, il le revendique. Et donc cet homme-là, qui est un terroriste, il ne faut pas oublier qu'il était avec Tonton, soi-disant Tonton Maurice, ils ont fait quand même, ils ont tué les Algériens, ils ont participé à des actions terroristes. Eh bien cet homme-là faisait partie des gens qui ne voulaient pas, donc le Mossad en l'occurrence, ne voulait pas l'indépendance de l'Algérie parce que ça faisait un ennemi en plus. Et l'Algérie a très bien compris cela. C'est-à-dire que les dirigeants algériens ne sont pas du tout ignorants de l'histoire. Ils savent très bien que les Français ne voulaient pas l'indépendance, mais aussi que le Mossad ne voulait pas l'indépendance. Et toutes les guerres qui ont été engagées contre Israël, les Algériens y ont participé directement ou indirectement. Donc surtout la position politique algérienne sur l'ONU démontre qu'il n'y a pas de recul sur la question de principe. Le peuple de Palestine est cher à tous les peuples arabes, dont le peuple algérien évidemment, dont le peuple tunisien, ça va de soi, mais dont le peuple marocain qui subit une humiliation totale par ces dirigeants traîtres qui ont trahi la cause arabe. Ces gens-là auraient pu se contenter d'avoir le soutien de l'Amérique et ont été chercher le soutien de l'ennemi, le pire ennemi qui soit, contre leur propre peuple.
Donc je fais là encore une fois une distinction entre les peuples marocains, à qui je rends hommage parce qu'ils ont le courage de manifester tous les jours vis-à-vis de cette ignoble dictature qui a trahi la cause arabe, et cette dictature qui compose évidemment avec Israël. Donc ça, c'est important de le rappeler parce qu'on a toujours tendance à dire le Maroc. Non, pas le Maroc. Les dictateurs marocains aujourd'hui ne seront peut-être pas les mêmes demain, mais surtout, comme en Iran à l'époque, le dictateur iranien qui était le Shah d'Iran était israélien à fond, travaillait à fond avec Israël, reconnaissait Israël. Au moment de la révolution islamique, fini, plus Israël, on s'est rendu compte que la population iranienne était pro-palestinienne et que la dictature l'empêchait de parler. Au Maroc, c'est pareil, ça se voit, ils sont pro-palestiniens, ils l'ont toujours été, et la dictature soit va reculer là-dessus, et j'espère qu'elle va reculer, soit va simplement finir par composer avec le diable et puis humilier encore plus son peuple, ce qui n'est pas acceptable. Donc je suis de tout cœur avec nos frères du Maroc, sans négociation, et n'accepterai jamais qu'un Marocain puisse justifier de la trahison de ses dirigeants, parce que le Maroc, le peuple marocain sur place, le refuse lui aussi. C'est important de le rappeler. Donc c'est vrai que toutes ces pressions contre l'Algérie sont exercées pour des raisons effectivement à la fois historiques françaises, à la fois économiques, puisque l'Algérie est en train de diversifier et d'avoir des partenaires comme l'Angleterre, on le sait déjà, comme l'Allemagne surtout, comme l'Italie, donc les pays de l'Axe, l'Europe centrale, qui travaillent en bonne intelligence avec l'Algérie, qui produisent de la richesse des deux côtés, parce que l'Algérie apporte aussi de la richesse. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que vous posiez la question tout à l'heure de l'histoire des OQTF, de ce qu'on appelle les OQTF, donc de ces fameux immigrants illégaux. Si l'Algérie se développe et profite à l'Afrique du Nord, je rappelle que l'Algérie, c'est aussi l'Afrique du Nord, c'est le pilier, eh bien, toutes ces immigrations inutiles ne partiraient plus et travailleraient sur place, parce que les conditions de vie seraient au rendez-vous, parce qu'il y aurait du travail pour tous, parce que l'élévation de vie se ferait tranquillement, et que même les Africains qui viennent en Afrique du Nord pourraient bénéficier, comme en Libye, du travail de l'Afrique du Nord. Et si on va dans cette direction-là, tout le monde y trouve son compte, les Français parce qu'ils gagnent des parts de croissance et de marché, les Algériens parce que le pays se développe très vite et rattrape son retard, et le reste du Maghreb parce que l'Algérie est dans le pilier pour investir dans le reste du Maghreb, le Maroc, la Tunisie, la Libye, évidemment, les Mauritanie. Aujourd'hui aussi, on évoque l'éventualité de la mauvaise gouvernance à l'Algérie. L'Algérie est mal gouvernée, soi-disant. L'Algérie est pris en assaut par la corruption, par le favoritisme social, par l'exclusion des minorités comme les Kabyles, etc. Quelle est votre réponse? Pour commencer, la gouvernance algérienne. Je rappelle quand moi j'ai constaté, je ne parle pas dans le vent, contrairement à certains opposants politiques qui ont quitté le pays à 8-9 ans et qui parlent dans le vent. J'étais sur place. Quand je vais en Algérie, je vais dans les quartiers bourgeois comme dans les quartiers misérables. Alors, misérable, c'est un mot très fort parce qu'on a été plus misère en Algérie, il y a un peu de pauvreté. La misère a été éradiquée, Dieu merci. Il n'y a pas d'Algériens qui dorment dans la rue, tout le monde a un toit sur la tête, tout le monde travaille plus ou moins, tout le monde a un soutien de l'État d'une manière ou d'une autre. Mais l'Algérie, en 7 ans, s'est transformée littéralement. Alors, la transformation est longue. Évidemment que les dirigeants algériens, on voit le président Tebboune qui a, dès le départ, donné le là. Il a dit « Je veux une industrie en Algérie, je veux que le pays soit autonome ». Et il l'a dit et il l'a fait. On a aujourd'hui, dans les centres commerciaux, 95% de produits algériens. 95%. J'ai vérifié, j'étais un peu partout, Babazoual, j'étais un peu dans les magasins Uno, j'étais dans tous les centres commerciaux possibles et imaginables. 95% des produits qui soient industriels, je parle de télévision, ordinateur ou tout ce qui est électroménager, ou des produits d'équipement de base ou simplement des produits alimentaires, 95%, c'est le chiffre exact. Hein. Vous allez au magasin, vous filmez, je le ferai d'ailleurs très prochainement, eh bien, vous voyez que ce sont que des produits algériens, made in Algérie. C'est quand même pas rien. Donc ça, il y a 7 ans, j'ai demandé moi aux gens sur place, est-ce qu'il y a 7 ans, ça existait ça? Non. Il y a 7 ans, on importait des produits français. On était un véritable marché à ciel ouvert. On sortait de la devise, on importait des Français. Et le président Tebboune avait dit dans un discours qui est resté célèbre, comment se fait-il qu'on soit obligé d'apporter de la mayonnaise alors que c'est des œufs, c'est de l'huile, enfin c'est rien à faire. Et il a donné le là. Alors évidemment, un géant comme l'Algérie, 4 300 000 km², pour le déplacer, pour le faire se développer, il faut du temps. Évidemment, un géant comme l'Algérie, Hirak, tout le monde critique, président mal élu, première fois peut-être, à la limite, on peut discuter, quoique, parce que tous les présidents actuellement en Occident, en démocratie, sont mal élus. Mais la seconde fois, il a été bien élu. Pourquoi? Parce que les gens qui l'appellent Ami Tebboune, c'est un terme affectueux pour dire tonton Tebboune en l'occurrence, mon oncle Tebboune pour être précis, s'approprie le président qui ne veut plus ces titres ronflants et c'est tout à son honneur. Ça donne de la qualité au personnage. Et surtout, il voit que c'est quelqu'un de bienveillant. Évidemment qu'après le Hirak, il reste des éléments qui polluent le système, qui ne laissent pas l'information transpirer, qui n'exécutent pas les directives de l'État. Ça arrive, pas partout, mais ça arrive. Il faut du temps pour transformer ça, pour transformer les mentalités. Mais les choses se font, et je suis désolé, mais sur le plan de la production nationale, j'ai vu la différence. Je rappelle que l'Algérie,
Banque mondiale, FMI, toujours critique, hein, on finit par dire que c'est le pays qui a la plus forte croissance d'Afrique du Nord et de la MENA, la zone Moyen-Orient, Nord-Afrique, Afrique du Nord. La plus forte croissance. Depuis 2 ans, 4%. Confirmé. Donc, une croissance hors hydrocarbures qui va à 6,5%. Donc, une croissance dans le domaine agricole qui a explosé. Donc, une production agricole qui est estimée à presque 40 milliards. C'est-à-dire que tous les chiffres de production sont littéralement en explosion. Avec des créations, on va monter bientôt, on a plus de 9000 startups. C'est un pays qui booste les startups avec un objectif à 20 000. Je rappelle qu'il y a 7 ans, il n'y avait même pas de... Je crois qu'il y avait 200 startups, c'était marginal. Il y a une volonté de l'État affichée, une politique proactive qui porte ses fruits. Alors évidemment que ça prend du temps. Évidemment que quand vous mettez un peu à pousser une graine, il faut quelques années pour que l'olivier puisse sortir de terre. Évidemment que tout est long à faire. Surtout d'un pays qui part d'aussi loin. On parle quand même de plusieurs éléments. Une guerre qui a ravagé le territoire par la guerre de décolonisation. Ensuite, une tentative plus ou moins fructueuse de lancer les grandes industries, l'agriculture, c'est un semi-échec par Boumedienne. Ensuite, une perte totale de légitimité économique avec une direction politique qui était totalement incapable de gérer le pays, qui l'a liquidé jusqu'en 86, choc pétrolier. Ensuite, une guerre, cette fameuse, ce qu'on appelle la décennie noire, qui va détruire près de 30 milliards d'investissements dans l'industrie, quand même, c'est pas rien, avec une part du PIB qui est à 10%, qui descend à 2,5% pour l'industrie, donc un pays qui est ravagé par une guerre qui va durer trop longtemps. Ensuite, une reconstruction qui est lente avec des infrastructures qui se font au fur et à mesure, avec malgré tout, bon an, mal an, des infrastructures lancées par Bouteflika, on ne peut pas lui retirer ça, il a fait le travail de lancer les infrastructures, même s'il y a eu beaucoup de vols, des gabegies. Et ensuite, une relance économique réelle depuis 2019, où on produit algérien. Je suis désolé, combien de pays africains peuvent dire qu'ils ont un smartphone qui a été produit sur le territoire? Combien de pays africains peuvent dire qu'ils ont 2 grands groupes, Condor et Iris, qui font des téléviseurs haut de gamme? On n'est pas sur du bas de gamme. Moi, je vais acheter, quand je vais m'installer en Algérie, je vais acheter du Iris ou du Condor. J'hésite entre les deux. Mais on est sur des produits de qualité. On est sur un marché en pleine évolution. Il y a des moments qui sont un peu lents. Par exemple, sur la question de la bancarisation, on est très lent. Il faut du temps pour que les gens s'habituent à intégrer ce qu'on appelle l'économie dématérialisée. Tout ce qui concerne la monnaie numérique, tout ce qui concerne les virements, qu'on sorte du cash. Ça prend du temps parce que c'est quand même des années de mauvaises habitudes. Mais ça se fait. L'éducation de la jeunesse est faite. Il y a une énorme volonté. Il y a un retour de la diaspora qui n'est pas anodin parce qu'effectivement, ici, on tape sur les Algériens en France. Il y en a qui partent parce qu'ils en ont marre. Et surtout, il y a un pays dont la croissance probable de l'année prochaine sera 4%, un pays qui a une croissance qui ferait rougir tous les pays européens. Donc c'est vrai que ce sont des réalités. On peut critiquer, ça prend du temps. Les Algériens sont toujours un peu râleurs aussi, il faut le reconnaître. On leur dit, vous avez tous un logement sur la tête. Ouais, mais il n'est pas top. Ouais, mais il y a un logement en Afrique, il y en a qui tombent dans la rue. Tous ces éléments-là sont importants. Ensuite, sur le plan macroéconomique, donc la grande économie, les constantes sont impeccables. On a 80 milliards de réserves de change. On a une balance extérieure commerciale qui est toujours excédentaire. On réduit de plus en plus d'importations de produits qu'on fabrique sur place. On a effectivement une convergence de la diaspora qui veut réinvestir. Et les chiffres sont assez élogieux. Tout ça, c'est des réalités qui effectivement, ne sont pas discutables. On peut dire le corps n'est pas entièrement guéri, mais le corps est sain. C'est ça qui compte. Le corps de l'État algérien est sain. Et la tête de l'État a affiché une volonté d'en finir avec l'économie de bazar. Et effectivement, après, ça prend du temps parce que vous avez toujours des gens incompétents qui ne font pas le travail, beaucoup de gens qui sont des opportunistes, beaucoup de profiteurs. Ça, c'est tous les pays arabes, ce n'est pas une surprise. Mais la direction a été donnée et j'espère que cette direction va s'accélérer pour porter les fruits d'un pays qui, je le rappelle quand même, est le dernier espoir du monde arabe. Merci infiniment, Gamal Labina, et à bientôt. Merci beaucoup. Je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, à interagir avec les explications, les idées de Gamal Labina, à continuer, à partager, à soutenir. Merci infiniment et à bientôt. Merci. Merci.